Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Au sommaire aujourd'hui, nous reviendrons en image de la semaine sur la mort de Jean-Paul Belmondo. En premier sujet, nous traiterons du procès du Bataclan et son traitement médiatique. Comme chaque semaine, nous passerons ensuite à notre revue de presse. Avant de passer au deuxième sujet, donc les déclarations de Patrick Cohen dans C'est à vous concernant les vaccins sur le Covid. Immédiat numéro 361, c'est parti. Pour retrouver l'intégralité de cette vidéo, rendez-vous sur la chaîne Immédiat TV Liberté. Le lien est dans la description, à tout de suite. Notre image de la semaine, Jean-Yves, a provoqué un émoi médiatique considérable. C'est la mort de Jean-Paul Belmondo, l'un des grands acteurs français des années 60, 70, 80, qui a tourné avec Lautner, qui a joué sur des dialogues d'Audiard. C'est un monument du cinéma français. C'est aussi un petit pied de nez, un coup de poing à la bien-pensance, parce que il faisait tout ce qu'il ne faut plus faire aujourd'hui. Il fumait le cigare. Il aimait bien les femmes de manière qu'on pourrait juger aujourd'hui un peu trop machiste ou viriliste. Il était sans complexe sur les rapports avec les Africains. Il était globalement très peu politiquement correct. Alors il va avoir un hommage aux Invalides, ce qui est un peu paradoxal, avec Macron qui est le sommet du politiquement correct. Mais au fond, l'hommage aux Invalides, c'est peut-être un hommage rendu à l'un de ces personnages qui était un agent des services français qu'il a joué avec un grand talent. Voilà. En tout cas, c'est un... Oui, je crois que Macron a utilisé un mot juste. D'ailleurs, il a parlé de défendre Macron en l'occurrence. Il a parlé de trésor national et c'est un peu vrai. Les Japonais parlent de trésor national vivant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais ça méritait bien une image de la semaine, et c'est un beau pied de nez au politiquement correct. Mais il y a une certaine hypocrisie de la part des médias et des personnalités de gauche, finalement, qui lui rendent hommage parce que c'est consensuel de le faire, tout en, finalement... Belmondo, il incarne tout autre chose que les valeurs qu'ils défendent eux. Ah oui, tout à fait. Le monde y est quand même allé de son petit crachat, hein, quitte à recourir à des moyens... discutable, la démagogie sécuritaire n'est pas absente de nombre de ses films policiers, l'humour avec lui ne vole pas très haut, oui c'est pas l'humour du monde, c'est sûr qu'il est bien connu l'humour du monde, on voit très bien la mise en œuvre de recettes toutes faites, donc le monde marque quand même, il y va de son petit crachat, et puis alors il y a eu le tweet tout à fait indécent de Madame Rousseau sur Jean-Pierre Belmondo qu'elle a corrigé après avoir évoqué la dernière cascade qui n'aura pas été trop difficile, ce qui n'est quand même pas d'une très grande élégance. D'ailleurs, après avoir corrigé son tweet, elle a purement et simplement supprimé. Voilà, c'est ça. Mais bon, elle a abandonné l'idée de rendre hommage. Après tout, elle est peut-être un peu moins hypocrite que les autres parce qu'il est aux antipodes de leurs valeurs et aux antipodes de ce que la société actuelle tente à imposer par sa propagande. Oui. On passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine. Alors, à l'aune de l'ouverture du procès des terroristes du Bataclan, le média en ligne Brut a publié une vidéo faisant la promotion d'un livre écrit conjointement par un parent d'une victime du Bataclan et par le père d'un des terroristes ayant sévi le 13 novembre. Et on regarde l'extrait tout de suite. La perte d'un enfant est une souffrance. Le fait que l'un soit coupable et l'autre soit une victime innocente ne change rien à cette douleur-là. Je me considère comme une victime parce que et même je considère que mon fils est une victime aussi, parce que vraiment j'ai tout fait pour le sortir de cette voie-là, et puis bon, je n'ai pas réussi, mais
je ne sais pas où j'ai failli. Vous avez laissé des blessures indélébiles à ceux qui ont survécu à vos tirs. Vous avez sali votre religion aux yeux du monde. Vous avez mis en danger tous les musulmans, dont certains l'ont payé de leur vie, dans des épisodes abominables de vengeance. Oui, alors c'est un passage de propagande assez consternante. C'est sur la thématique « Vous n'aurez pas ma haine ». Et donc, il y a le père de la victime qui explique que c'est pas l'islam, en gros, bon, c'est le politiquement correct. Et il y a le père de l'assassin, d'un des assassins, qui explique aussi que son fils a été une des victimes. C'est quand même une inversion, c'est une inversion victimaire. C'est pousser quand même le relativisme un peu loin, et il se décharge un peu facilement de responsabilité, parce que c'est quand même lui qui a élevé, d'ailleurs ça apparaît dans d'autres déclarations ou dans le livre, c'est lui qui l'a élevé dans la religion musulmane, c'est lui qui l'a aussi élevé, ça peut-être n'était pas souligné, dans une certaine haine d'Israël et des Juifs. Donc, bon, après, son fils a peut-être mis en œuvre les idées qu'il a reçues d'une manière plus violente que ce que son père pouvait attendre, peut-être. Mais le fils n'est pas une victime. Le fils est un assassin. Il a tué, il a participé au meurtre de dizaines et de dizaines de personnes. Donc, tout ça est assez, globalement, assez indécent. D'autant plus que il y a le père d'une autre victime, qui était l'éclairagiste du Bataclan, Patrick Jardin, qui lui fait valoir un autre point de vue, et lui, il est censuré. Il a été censuré de Twitter, il a été censuré, donc on met en avant, on choisit un père de victime qui diffuse la doxa politiquement correcte, et on interdit de parole le père d'une autre victime qui, lui, dit les choses un peu plus crûment et explique que, quoi qu'on en dise, c'est tout de même un meurtre fait au nom de l'islam, ce qu'a rappelé le principal accusé, pas le seul, Abdeslam, qui a déclaré, en ouverture de tout procès, « Je tiens à témoigner qu'il n'y a point de divinité à part Allah. » Et que Mahomet est son prophète. Et que Mahomet est son prophète. Donc il ouvre le procès par une déclaration religieuse. Alors on peut dire, c'est pas ça l'islam, pas d'amalgame. Bah oui, mais ça se heurte quand même à la réalité. Là, c'est difficile à démontrer. Hein. Donc justement, le procès a commencé. Ce qui est très intéressant avec cette vidéo qu'on a montrée, Jean-Yves, c'est qu'elle a été montée et publiée en janvier, et qu'ils ont choisi ce moment-là pour la republier. Donc c'est une injection de moraline juste avant que le procès commence. Une injection de moraline, absolument. Ouais. Donc c'est consternant. Enfin, les images sont insupportables, quoi. Ce relativisme et toute la relativisation par rapport à l'islam oui. Ne tient pas la route quand on voit l'ensemble des personnes. Je crois qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont parties au procès, certaines qui ne seront là, d'autres qui ne seront pas là parce qu'elles sont en cavale ou parce qu'elles ont été tuées, souvent d'ailleurs par des drones. Hein. Bon, mais sur les 20 personnes, alors le Figaro les décrit. Alors, il y a des Belges, mais enfin, c'est des Belgeo-marocains. Il y a des Belges, il y a des Français. Il y a des Français, mais enfin, c'est des Franco-maghrébins. Il y a même un Suédois. Ah oui, le Suédois, montrez-le, le Suédois. Oui, c'est un Suédois, absolument. Ah, donc, vous pouvez voir le Suédois à l'écran. Et donc, là. Il y a deux personnes qui ne sont pas nées musulmanes, en quelque sorte, ou nées dans un pays musulman. Ce sont les frères Klein, qui sont deux Réunionnais, mais qui ont été convertis à l'islam par leur beau-frère. Donc effectivement, même les convertis, en l'occurrence réunionnais, ils l'ont été par quelqu'un qui était musulman d'origine. Les deux frères Klein ont d'ailleurs été tués dans un tir de ne sais quelle armée occidentale. Voilà. Donc, bah oui, ce sont des musulmans, ce sont des migrants ou des descendants d'immigrants, contrairement à tout ce qu'on raconte. Voilà, c'est des faits. Et la grande question de ce procès, finalement, Jean-Yves, et celle qu'on va peut-être discuter dans les séances qui viennent, c'est pourquoi, lors du Bataclan, finalement, il s'est déroulé 3 heures sans qu'il n'y ait d'intervention
des forces de l'ordre, des forces spéciales, etc. Et Alors, je pense la tuerie a quand même duré 3 heures. A prospéré, oui. Voilà. Il y a des gens qui sont morts, du sang qui s'écoulait finalement, des blessures minimes, une balle dans le bras. Oui, il y a eu les morts beaucoup sont morts par hémorragie, parce que l'hémorragie n'a pas été arrêtée. L'hémorragie n'a pas été arrêtée parce que les services de secours ne pouvaient pas venir, parce que les terroristes n'étaient pas neutralisés. Alors, c'est, je pense, une question que les parties civiles devraient essayer d'éclaircir. Les parents des victimes, ou les victimes elles-mêmes, quand elles n'ont été que blessées, c'est pourquoi les militaires qui étaient à proximité n'ont pas reçu l'ordre d'intervenir, pourquoi le GIGN qui était à proximité, qui s'est proposé, n'a pas eu l'ordre d'intervenir, pourquoi on a attendu 3 heures. C'est une vraie question qui met sans doute en cause des responsabilités au niveau de l'appareil d'État, que ce soit la préfecture de police ou le ministère de l'Intérieur, ou le ministre de l'Intérieur, parce qu'une affaire comme celle-là Vous remonte... pensez que ces gens-là sont coupables, ceux qui étaient aux manettes ce jour-là et qui ont demandé d'attendre Et ils n'ont sûrement pas pris les bonnes décisions. Ceci étant, évidemment, c'est toujours très difficile de savoir quelle bonne décision prendre. Ensuite, il y a sans doute eu des limites d'engagement. Je pense que les militaires n'ont pas le droit d'intervenir en métropole, sans sortir des clous, quoi. Et donc, peut-être que les procédures n'étaient pas adaptées. Honnêtement, je ne connais pas le sujet dans toutes ses composantes, mais c'est à mon avis une question légitime qui devrait être posée à l'occasion de ce procès. Indépendamment des auteurs dont on sait quoi penser. C'est une question auxiliaire mais qui est très importante. C'est une question auxiliaire mais évidemment très importante. Bon, affaire à suivre en tout cas. Et on passe tout de suite à notre revue de presse. Alors votre coup de chapeau de la semaine dernière, Jean-Yves, dédié à Bac Nord, fait encore parler de lui sur les plateaux. C'est pas tant mon coup de chapeau que le film. Le film lui-même. Le film lui-même, qu'encore une fois, je recommande à nos amis web spectateurs d'aller voir, vraiment. Et du coup, ils vont nous parler sur TPMP dans une émission cette semaine, et on regarde tout de suite l'extrait. Si on doit le résumer, puisqu'on parle de racisme, de manière un peu caricaturale, c'est 3 flics, dont 2 blancs, qui passent leur temps, en fait, à se faire tabasser par des racailles dans des cités qui sont... Pourquoi 2 blancs ? Il y a 3 blancs. Non, mais Karim Leclou, il est d'origine. Non, mais je parle de racisme. Non, mais je sais, mais je parle de racisme, puisqu'on parle de clichés racistes, c'est ça que je dis. Moi, je suis pas raciste du tout. Qui passent leur temps à se faire taper dessus par des racailles qui sont représentées par des Noirs et des Arabes. C'est ça les clichés racistes que ça véhicule dans ce film-là. J'ai décidé de ne pas y aller parce que ce film véhicule une idéologie raciste. De stigmatisme. Non, mais écoutez-moi. Y aller et être otage de cette idéologie. C'est un film politique, c'est un film d'extrême droite, c'est un film qui stigmatise les quartiers, qui les fait passer pour des repères de voyous. C'est le film de Marine Le Pen, pour moi. Alors, elle a même tweeté dessus. Elle est coproductrice ou pas ? Ces gens-là sont dans le déni de réel. Ces gens-là sont dans le déni de réel, puisqu'effectivement, qui sont les racailles qui visent à interdire certains quartiers à la police. Ce sont des racailles qui, pour leur très grande majorité, sont issus de l'immigration africaine et de l'immigration maghrébine. Il arrive d'ailleurs qu'un certain nombre de policiers soient aussi issus de cette immigration-là. Mais en tout cas, s'agissant des racailles, il n'y a pas beaucoup de doute. Alors, c'est peut-être une vérité qu'il ne faut pas dire, mais qu'il devient de plus en plus difficile à cacher malgré les efforts de M. Verdez et de toute la clique, en fait. Sur le plateau, il n'y avait que Jean Messia, finalement, pour ramener un peu de bon sens sur le plateau. Le déni de réel. La société actuelle vit dans le déni de réel. Le média, c'est le producteur de déni de réel. C'est particulièrement vrai, c'est vrai de Quotidien, c'est vrai de TPMP, c'est vrai de BFM. Ces gens-là sont dans le déni de réel. Tous les médias mainstream, quoi. Tous les médias mainstream. Mais justement, sur Twitter, il y a Synergie Officier, donc le syndicat de police, qui parle de ces poseurs maniérés qui vivent dans un monde ouaté et parallèle. Cette césure avec le vrai monde a toujours existé, mais elle est de plus en plus obscène. Donc on revient sur le déni du réel, finalement. Ces gens-là, les policiers, syndiqués, vivent ce réel-là. Et sur les plateaux, c'est une réalité parallèle, quoi. Alors, c'est une chose sur laquelle j'ai déjà insisté et qui est assez importante, c'est que les syndicats de police, là on est dans un syndicat de police
mainstream, si on peut dire. Hein, c'est pas aussi gros qu'Alliance, mais c'est important quand même. Que ce soit Alliance ou Synergie Officier, c'est des syndicats assez majoritaires, assez représentatifs des corps qu'ils défendent et qui commencent à dire le réel, alors que pendant très longtemps, eux aussi ont participé de l'occultation. Mais là, le réel est en train d'arriver, ils le disent, c'est assez important. Et je comprends effectivement, quand vous colquinez du travail dans des banlieues extrêmement difficiles, que vous êtes caillassé, etc., et que vous voyez comment ils disent tous ces poseurs maniérés, c'est assez bien vu. Ça doit être d'autant plus insupportable. Ça doit être assez insupportable, oui, assez insupportable. On va passer à une partie de notre revue de presse qui est dédiée à l'occultation, parce qu'il y a eu beaucoup de sujets occultés cette semaine, Jean-Yves. Alors justement, notre première affaire... L'occultation est la première forme de désinformation, je le répète à chaque fois, mais voilà. L'occultation, puis après le mensonge. Et après, le bobard vient dans un deuxième temps, mais l'occultation d'abord. Ils ont plusieurs flèches à leur arc. Alors, allons-y. Mais l'affaire date de 2019, mais n'a pas trouvé d'écho médiatique à l'époque. Elle fut traitée comme un simple fait divers. Et le 5 septembre, donc, Le Monde a publié un papier sur cette affaire qui est, ma foi, à glacer le sang. Les réactions publiques et médiatiques ont été pour le moins discrètes. Donc c'est l'affaire de Shaina. Shaina, c'est une jeune Mauricienne qui avait 15 ans en 2019 lorsqu'elle a été poignardée et brûlée vive en pleine ville, dans les jardins ouvriers de la ville de Creil. Et pourquoi est-ce qu'elle a été poignardée et brûlée ? Parfois on se fait poignarder et brûler sans raison, mais là, alors justement, on reprend un peu la chronologie. À 13 ans, il y a une vidéo, une photo d'elle nue qui circule à son insu dans la cité. Et à ce moment-là, il y a toutes les dégradations, toutes les humiliations qui s'en suivent. Elle est insultée, on la frappe en pleine rue, elle a été violée en bande organisée dans une cave. Et ensuite, 2 ans après, donc, quand elle a 15 ans, son petit ami, lorsqu'il apprend qu'elle est enceinte, décide de la poignarder et de la brûler. Donc, c'est une affaire, c'est sordide, c'est macabre. Des affaires comme ça, il y en a peu. Généralement, ça fait la une de tous les journaux, de par l'intensité de la sauvagerie qui est déployée et qui est montrée. Mais là, ça n'a pas bien éveillé les médias. Il y a eu quelques articles à l'époque traitant d'un fait divers. Là, c'est le premier article qu'on a depuis. À l'occasion du procès du petit ami en question. Le meurtrier de cette jeune fille. Alors, il y a plusieurs éléments particulièrement intéressants dans cette affaire quand même très, très dure. La première, c'est une jeune Mauricienne. Donc, elle vient d'un autre univers, même si elle est d'une famille musulmane, je crois, mais elle vient d'un autre univers que l'univers africain ou maghrébin. C'est un univers malais, c'est assez différent. Et puis, ce que personnellement je trouve extrêmement significatif, c'est que c'est à Creil. Et Creil, avec ce meurtre, fait un pas vers la talibanisation. Mais c'est pas un hasard si c'est à Creil que ça arrive. Parce que Creil a été une ville clé de l'islamisation, ou plutôt de l'acceptation de l'islamisation en France. Creil, en 89, vous voyez, ça remonte à loin, 32 ans, il y a un principal de collège qui s'est opposé au port du voile. C'était l'affaire des foulards. L'affaire des foulards de Creil. Il n'a pas été soutenu, ni par Jospin, qui a renvoyé la balle au Conseil d'État. Alors, il a quand même été élu, ce proviseur, quelques années plus tard, ce principal de collège, quelques années plus tard, il a été élu député RPR en 1993. En 1995, pour consolider sa circonscription, il a été candidat à la ville de Creil. Et pour gagner la ville de Creil, il a proposé de faire un accord avec le Front National. Ça lui a été refusé. Et résultat, la ville de Creil a basculé à gauche et elle a basculé du côté de l'islamisation. Ce proviseur ensuite a perdu son mandat et il n'a pas été soutenu. Il a retrouvé, alors on n'a pas été trop méchant malgré tout, on ne lui a pas donné de promotion, mais on lui a donné un poste de proviseur, mais dans le Vexin, dans un endroit calme. Mais on ne l'a pas soutenu. D'accord. Et donc, il a été écarté alors.
Il a été écarté de postes qu'il aurait dû avoir, et puis il est sorti de la lumière, en quelque sorte. Creil, c'est symbolique. Première affaire du foulard, foulard, islamisation, China, talibanisation. Mais alors, Jean-Yves, du coup, je parlais des réactions des médias et des personnalités. Il y a eu quelques réactions, tout de même. Laurent Wauquiez a réagi de manière assez digne en dénonçant justement la talibanisation de la France. Mais alors, il y a des réactions qui ne sont pas adéquates. Il y a, par exemple, Laurence Rossignol qui a publié une réaction sur Twitter. Oui, alors, Laurence Rossignol dit « Merci le monde, merci pour China et sa famille. Merci de décrire combien le sexisme et la haine des femmes libres sont criminels. » Mais elle ne dit pas d'où ce sexisme et cette haine des femmes libres vient. Ça ne vient pas de n'importe où. Ça vient d'un quartier islamisé. Ce qu'évidemment, elle ne dit pas. Et le féminisme utilise un crime venu de l'immigration pour stigmatiser l'ensemble des hommes de manière non discriminante. Et donc on voit très bien que l'islamisation sert à justifier le féminisme, ce qui est quand même un comble. On passe du dossier sécuritaire immigration au dossier le sexisme, les hommes sont méchants, quoi. Voilà. C'est la tenaille. Ouais. La tenaille dans laquelle nous sommes pris. D'un côté, les hommes sont méchants, de l'autre, les musulmans sont gentils. Les musulmans sont gentils, voilà, c'est ça. C'est la tenaille. C'est la tenaille, on va dire, la tenaille politiquement correcte, la tenaille d'extrême gauche. Bon, on passe à un autre sujet, cette fois plutôt médiatique, puisqu'on va parler des aides à la presse, Jean-Yves. Le SPIL, donc c'est un syndicat de journalistes, a publié une enquête assez intéressante sur les aides à la presse distribuées en 2019. Oui, alors il prouve deux choses. D'abord que les aides ont augmenté, le pourcentage d'aides dans le financement des journaux a considérablement augmenté. Dans le chiffre d'affaires. Il a doublé en une dizaine d'années. Donc ça, c'est le premier élément. Il est passé de 12 à 25%, 23%. C'est le premier élément. Et alors, deuxièmement, c'est concentré sur un petit nombre de journaux. Et notamment, on voit que le groupe Arnaud, LVMH, a le quart de ses avantages. Son gendre avec Niel... les Échos le Parisien, du coup. Les Échos le Parisien, son gendre Niel... ayant lui-même 7%. Alors c'est quand même assez fabuleux, puisqu'on voit que les contribuables financent avec l'argent de leurs impôts des milliardaires qui font la propagande gouvernementale. Donc on subventionne des hyper riches pour se faire intoxiquer. C'est quand même assez extraordinaire comme système. Ouais, c'est le monde à l'envers. Et évidemment, on voit très bien que la presse française, qui vit sous perfusion d'aides publiques, est encore moins libre que la presse allemande ou que la presse de Grande-Bretagne, où il y a quelques médias qui vivent principalement ou essentiellement de leurs lecteurs. Je pense à Bild, par exemple, ou Daily Mirror, qui vivent de leurs lecteurs, alors qu'en France, personne ne vit de ses lecteurs. Oui, ils sont donc, tous tout le monde vit de la perfusion, pub ou de la perfusion d'argent public. Donc vous pensez qu'il y a une corrélation finalement entre la dépendance des médias aux subventions et le désintéressement des Français, et puis le niveau de propagande qui est diffusé aussi? Oui, alors plus il y a de propagande, malgré tout, plus il y a de méfiance, moins il y a de lecteurs. Moins il y a de lecteurs, plus ils sont dépendants. C'est un cercle vicieux. Plus ils sont dépendants des aides. Et plus ils sont dépendants des aides, moins ils sont indépendants. En fait, ce qui est exceptionnel par rapport au système français, c'est qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne, il y a des médias qui ont jusqu'à 2 millions de lecteurs et donc qui ne vivent que de l'argent de leurs lecteurs. Oui. Et donc ça assure une certaine indépendance. Alors on va dire que c'est des médias populistes, enfin on peut toujours les dénigrer. Ils répondent à leurs lecteurs directement, donc leur ligne éditoriale s'ajuste en fonction. C'est la logique du marché. Voilà. Chers spectateurs, si vous voulez retrouver ces informations, vous pouvez aller sur le site du syndicat donc SPIL et sur le site du ministère de la Culture qui publie chaque année les aides à la presse. Voilà.
On passe à un autre sujet, Jean-Yves. C'est une affaire judiciaire en cours. Encore une fois, c'est un secret bien gardé des médias français, qui nous est conté par un journal allemand, parce que la presse française ne daigne pas s'y intéresser tout simplement. Oui, alors là en l'occurrence, le journal allemand, c'est Die Welt, qui est le grand journal allemand avec la Frankfurter Allgemeine, c'est pas le Bild, c'est pas un journal à scandale, mais ils ont traité assez à fond des enquêtes à la fois grecques et italiennes sur les ONG, en fait, les organisations qui envoient des bateaux en Méditerranée récupérer les migrants, et ils montrent à quel point ils sont connectés avec les passeurs, avec qui ils échangent des signaux, avec qui ils se mettent d'accord sur des points de rendez-vous. Et donc, il y a vraiment des choses extrêmement, pas surprenantes, mais troublantes, mais qui apparemment ne trouvent pas beaucoup d'écho dans la presse, dans les médias français. Oui, du coup, le camp national, Jean-Yves, avait de fortes suspicions sur cette complicité entre les ONG et les passeurs depuis 2015, 2016, etc. Ça avait été un petit peu relayé en 2017, au début des procédures enclenchées, notamment par les procureurs italiens. On a un article du Monde qui titre « Trafic de migrants, un procureur italien dit avoir des preuves contre des ONG ». Ça date de 2017. Et finalement, en France, les derniers articles qui traitent de ce sujet, parce que il y a des avancées dans toutes ces affaires, il y en a plusieurs, il y en a une vingtaine pendant un moment, certaines ont été abandonnées, d'autres sont en cours, comme vous l'avez dit. Et les derniers articles en France à ce sujet, c'est mars 2021, quoi. Donc depuis, blackout total, alors qu'un gros titre allemand est sorti, et là, ça nous est relaté en l'occurrence par l'OGIM. Voilà, alors le GIM, évidemment, qui est extrêmement précieuse comme source d'information, notamment par rapport à l'occultation. C'est un organisme, en quelque sorte, de désoccultation des faits. Et pour ceux qui auraient encore des doutes sur la complicité ONG-passeurs, on avait quand même Cohn-Bendit en 2018, qui admettait que les ONG travaillaient avec les passeurs pour récupérer les migrants, mais que c'était pour des valeurs morales, donc ça va. Alors là, donc là, c'est l'aveu total. Enfin, c'est un secret de polichinelle, en fait. Si le pédophile Cohn-Bendit parle de valeurs morales, il n'y a pas de souci. C'est un sujet d'actualité qui ne fait pas la une non plus, Jean-Yves, et je parle bien sûr des émeutes qui embrasent l'Essonne depuis plus de 5 jours. Oui, alors 5 jours d'émeutes au Tartaret, Corbeil-Essonnes. Grand silence médiatique, sans doute. Il y a eu 2-3 articles du Parisien. Local. Voilà. Local, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, suivant l'intérêt politiquement correct d'un événement, ou le risque politiquement incorrect qu'il présente, il va rester dans les pages locales ou monter dans des pages départementales, régionales, nationales. Mais au départ, on essaye de circonscrire les nouvelles politiquement incorrectes à l'échelon le plus bas pour que ça ne transpire pas. C'est une réponse à ce qu'a dit tout à l'heure M. Hanouna ou M. Verdez à TPMP sur Bac Nord. Parce que là, c'est Bac Nord en réel sur 5 jours. Ouais. Il y a d'ailleurs eu, on ne va pas non plus s'éterniser là-dessus, parce que malheureusement, ça arrive très souvent, il y a eu le même phénomène à Val-de-Reuil. Oui. Là, c'était une rixe entre Kurdes et Africains. Voilà. Alors oui, c'est un peu différent. Oui, c'est une rixe entre minorités. Voilà. Là, c'est le vivre ensemble. Enfin, c'est se bagarrer ensemble. Voilà. C'est une joute sportive. Voilà, c'est quelque chose amical. Et alors, deuxième partie de notre revue de presse, Jean-Yves, c'est plus l'occultation, c'est la diabolisation, parce qu'on en a eu pas mal aussi cette semaine. Notamment contre Éric Zemmour. Alors, je sais qu'on parle de lui toutes les semaines, mais il faut bien, parce que là, ça commence à devenir grave, on va dire. Tout d'abord, alors, Libé a publié un article à charge envers Charles Gave. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un petit peu ? Oui, c'est un article. Charles Gave est le président de l'Institut des Libertés. Il a quelques moyens financiers personnels et il est accusé, à tort ou à raison, d'aider des candidats plutôt à droite. Voilà. Il y a pas de. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que Libé, qui est un journal du milliardaire Drahi,
qui a quand même largement contribué à faire élire Macron et qui le soutient régulièrement, reproche à Gave d'envisager ou de soutenir Éric Zemmour. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Alors il reproche notamment à Charles Gave d'être proche de l'intégrisme religieux, notamment la LMPT. Alors tout ça est totalement farfelu parce que la LMPT, c'est pas de la manif pour tous, c'est pas de l'intégrisme religieux. Et en plus, Gave n'est pas spécialement religieux. Enfin, tout ça est peu sérieux. Bon, ceci étant, c'est un article de diabolisation de Zemmour et de Gave, mais la diabolisation n'importe que quand le diabolisé intègre dans sa tête que c'est mal d'être diabolisé et commence à s'excuser. Oui. À partir du moment où, avec des gens comme Charles Gave, Emmanuel Gave ou Zemmour, la diabolisation, ça ne les touche pas, ça n'a aucun effet. Oui, ils s'en foutent. Ça glisse sur eux comme l'eau sur la plume d'un canard. Et je crois que les diabolisateurs n'ont pas encore compris que la diabolisation ne marchait que sur les gens qui voulaient bien être diabolisés. Et pourtant, ils s'acharnent, parce qu'ils ont aussi tenté de diaboliser Marion Maréchal, notamment en reprochant le fait que son compagnon ait été invité par Casa Pound en Italie. Oui, alors son compagnon, bientôt son mari, mais en Italie, tout le monde se fréquente. Et pour vous donner un exemple, c'est un peu ancien, mais en 1984, le président du parti néofasciste MSI, Almirante, avait été invité à l'enterrement de Berlinguer, le patron du Parti communiste. Donc en Italie, ça marche pas. Et puis c'est pareil, Vincenzo Sofo et Marion Maréchal, la diabolisation, ça ne les touche pas plus, ça glisse sur eux, encore une fois, comme l'eau sur la plume du canard, et donc ça n'a aucun effet. Je suis désolé pour les gens de Libé, quoi. Voilà. C'est navrant pour eux parce que ils vont perdre leur job. Je ne sais pas si c'est Libé d'ailleurs ça ou un. Ça c'est Mediapart. Pardon, Mediapart. Voilà. Bon, Mediapart, Libé, tout ça, ils vont perdre leur job parce que ça n'a plus d'effet. Et alors dernier pan de cette diabolisation, Jean-Yves, c'est l'affaire du CSA et de Zemmour. Le CSA annonce qu'ils vont commencer à décompter le temps de parole d'Éric Zemmour sur les plateaux télé, comme un candidat en fait. Oui, alors Zemmour a bien réagi en disant qu'il est un journaliste, qui continue de faire son métier. Qu'il n'était pas encore candidat. Qu'il n'est pas encore candidat, et que le CSA outrepasse très largement ses droits, et il conclut son communiqué par « je ne me tairai pas ». Là aussi, tout ça glisse... comme l'eau sur la plume d'un canard, retenez l'expression, c'est assez bonne. On retiendra. Alors, un autre sujet médiatique désormais, celui de David Doucet. Donc, c'est le journaliste des Inrocks qui avait été inculpé de harcèlement dans l'affaire de la Ligue du LOL en 2019. Et il a finalement été innocenté auprès des prud'hommes. Oui, alors il avait été accusé de harcèlement, et sur cette base de harcèlement, il disait c'est des blagues téléphoniques, hein. Et donc il a été licencié sur la base d'une blague téléphonique politiquement incorrecte, puisqu'elle était censée être sexiste. En fait, il s'agissait d'éliminer un homme blanc de gauche pour le remplacer par des femmes blanches de gauche proches du lobby LGBT. Voilà, c'était ça, un règlement de compte interne. Bon, alors ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est qu'il est allé au prud'homme et qu'il a gagné. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que tous ceux qui peuvent avoir des problèmes où ils se retrouveraient en difficulté avec leur entreprise pour des raisons, parce qu'ils sont mis en cause au regard des normes du politiquement correct, ils doivent savoir qu'il faut résister et qu'après tout, si on se défend, on a quelque chose de gagné. Alors Doucet n'est sans doute pas complètement réhabilité dans son milieu de gauche, mais il a en tout cas gagné son procès au prud'homme, ce qui est la moindre des choses, et qui doit conforter tous ceux qui, à un moment ou à un autre, sont exposés au politiquement correct et amenés à résister à ce politiquement correct. Il faut toujours essayer de résister, de toute manière. Toujours essayer de résister et ne pas commencer à s'excuser. Bon, en l'occurrence, David Doucet, il a complètement été ostracisé. Oui. En 2019, il s'est fait virer comme un malpropre. Personne ne veut l'engager et on ne sait pas si finalement il va être réembauché dans une rédaction à la suite de ce verdict d'innocence. Mais... Il reste ostracisé de cette décision. Il reste ostracisé, je ne sais pas s'il en sortira. Mais en tout cas, il faut savoir qu'on peut quand même se défendre, au minimum devant les prud'hommes. Et on passe tout de suite à notre deuxième sujet de la semaine. Alors Jean-Yves, c'est une affaire de censure.
mais c'est un petit peu spécial cette fois-ci, parce qu'il s'agit d'une auto-censure. Oui, alors c'est une affaire d'autocensure et d'une censure qui concerne Patrick Cohen. C'est-à-dire que c'est un grand censeur qui se trouve censuré puisque la chaîne dans laquelle il s'est exprimé c'est 5. Donc c'est la 5. C'est la 5. L'émission C'est à vous. Dans l'émission C'est à vous, a supprimé. Alors pourquoi ? Montrez-nous ça. C'est très intéressant de voir la tête de Véran, qui est un peu effondré, parce que la propagande gouvernementale qui continue d'être diffusée, c'est tous vaccinés, tous protégés. Or, c'est pas vrai. Il est possible que le vaccin amène une immunité partielle, mais il n'apporte pas une immunité générale. Donc, alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce propos, qui aurait été jugé complotiste il y a quelques mois, il y a même un mois ou deux, en fait. Même un mois ou deux. Là, apparaît dans la bouche de Cohen, qui est quand même le prophète du politiquement correct, devant Véran, qui d'ailleurs avait affirmé au mois de juillet que le vaccin réglait définitivement le problème, c'était la solution. Bah, c'est peut-être une partie de la solution, sûrement pas la solution complète. Et donc, le C5 a supprimé de ce passage du replay de son YouTube, de son YouTube, parce que c'était tout à fait insupportable. Donc on a un cas, c'est marrant parce que Cohen censuré, c'est un peu l'arroseur arrosé, quoi, parce qu'il a appelé beaucoup à la censure des autres. Bah, voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc peut-être que c'est lui-même qui s'est auto-censuré. On trouve encore l'édito de Cohen sur la page YouTube. Donc c'est-à-dire qu'on voit son édito de 2 minutes. Là, on a passé un extrait. Mais il n'y a plus l'émission au complet, donc finalement on ne sait pas trop pourquoi ils se sont censurés eux-mêmes. Quand on censure, quand on empêche la liberté de débat, on ne peut pas approcher de la vérité. C'est ça. Et puis Véran, il avait l'air quand même médusé. On dirait que Cohen s'est éloigné du script, faut voir sa tête. C'est ça, oui, tout à fait. C'est sur le même sujet, Jean-Yves, mais justement Reddit, donc la plateforme de discussion sur Internet qui compte des dizaines de millions d'utilisateurs, c'est également illustré en termes de censure vis-à-vis du Covid, le masque, le vaccin, tous ces sujets-là qui font un peu polémique. Oui, alors il y a eu une première demande de censure de Reddit sur les groupes, les communautés dites anti-vax ou dites anti-masques, qui a été refusée dans un premier temps, et finalement acceptée dans un deuxième temps, ce qui est un peu contraire à l'esprit de la plateforme. Alors, il faut dire que la plateforme... C'est la plateforme de la liberté d'expression. Enfin, c'est ce que ça veut être, en tout cas. C'est la plateforme de la liberté d'expression, mais qui est quand même financée par des publicités commerciales, ce qui, en soi, limite la liberté d'expression. Il faut d'ailleurs noter que le fondateur de cette plateforme, Aaron Swartz, avait quitté la plateforme quand celle-ci s'est ouverte au financement par la publicité commerciale. D'accord. Et il s'est suicidé 4 ans après, mais je ne sais pas si ça a un rapport avec le fait précédent. Oui, peut-être pas. Mais comme beaucoup de choses, les plateformes naissent, elles se développent sur une base de liberté d'expression. Oui. Pour se développer, elles ont besoin d'argent. Pour avoir de l'argent, elles recherchent des investisseurs ou alors ils vendent d'entreprises. Ou des publicitaires. Et après, ceux-là sont eux-mêmes l'objet de pression. Donc, c'est assez dommage parce qu'encore une fois, on ne peut accéder à la vérité, sauf dans le domaine religieux, le domaine des dogmes religieux, que par la libre confrontation des idées. Il me semble que vous avez un coup de chapeau cette semaine. Oui, alors là, je vais faire encore dans le cinéma, comme la semaine dernière. Ça devient une rubrique cinématographique. Oui, je pense que ça ne va pas durer aussi longtemps que les contributions. Enfin bon, c'est le film France. France, qui est France, c'est une grande présentatrice de télévision. D'accord. Et le film montre, au fond, les arrière-plans de la télévision, toutes les manipulations d'images, toutes les manipulations de sentiments. Donc le film est assez vif. Et alors, il ne doit pas être complètement mauvais, puisque quand il a été présenté aux journalistes, ils l'ont hué. Et il ne doit pas être complètement mauvais, puisque l'OGIM
on a fait un article tout à fait intéressant. Logime, encore une fois. Donc voilà encore un film à aller voir qui n'est pas du tout politiquement correct, mais c'est aussi un peu comme Bac Nord, un docu-fiction en quelque sorte. Ça s'inspire de la réalité, finalement. Ça s'inspire de la réalité. C'est peut-être pour ça que ça plaît pas aux journalistes. Peut-être moins directement que Bac Nord, mais ça s'inspire de la réalité qu'on dénonce toutes les semaines, en fait. Bien, dans ce cas, n'hésitez pas à aller consulter tous les articles de Logime que nous avons cités dans cette émission, hein, Jean-Yves. Regardez le film auquel vous avez tiré le chapeau, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.